Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation gratuite sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes clés qu'il faut absolument suivre pour pouvoir créer un site internet sans coder. Alors, pourquoi je donne cette formation? Cette formation va vous permettre d'avoir une feuille de route à réaliser tous vos projets de création de site web. Et c'est une formation gratuite que je mets à disposition de vous, ma communauté. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sola Godwin, je suis web designer et mon objectif, c'est d'aider les entreprises locales à attirer de potentiels clients vers le business grâce à deux choses, la conception de leur site internet et le déploiement de leur stratégie de marketing en ligne. Donc, je combine ces deux éléments-là pour pouvoir vous permettre, vous qui avez une entreprise ou bien vous qui êtes un prestataire de service ou bien si vous êtes un particulier, un formateur, un coach en ligne, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir un système qui vous permet de générer de nouveaux potentiels clients pour votre business. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toutes mes informations en bas dans la vidéo, dans la description. Voilà. Et donc, cette formation aujourd'hui, elle va vous permettre de réaliser trois choses. Voilà. À la fin de cette formation, vous serez capable de vous poser les bonnes questions pour pouvoir bien cadrer votre projet de création des sites web. Ensuite, vous allez connaître toutes les plateformes, toutes les bonnes pratiques, quels sont les différents types de sites web qui existent et vous pourrez faire le bon choix pour votre projet. Est-ce que vous partez sur un blog, un site e-commerce ou bien une landing page? On verra en détail dans cette formation. Et le dernier point, vous allez connaître tous les éléments clés qui constituent un site internet. De quoi vous avez besoin pour pouvoir créer un site internet et quelles sont les bonnes pratiques pour mener à bien son projet de création de site web. Donc, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir que pour tout projet de création de site web, il va falloir que vous vous posez les bonnes questions avant de vous lancer dans la création de votre site web. C'est l'étape la plus importante si vous voulez créer un site web qui va atteindre un objectif. Et donc, la première question qu'il faut se poser, c'est de combien de temps vous disposez pour pouvoir réaliser votre projet. Quand est-ce que vous souhaitez vous lancer? Est-ce que vous avez le temps pour pouvoir alimenter votre site fréquemment? Est-ce que vous avez le temps de pouvoir faire des mises à jour régulièrement? Vous avez lancé le projet, donc combien de temps vous voulez que votre site soit prêt? Vous devez savoir exactement combien de temps vous voulez, combien de temps ça va prendre pour pouvoir réaliser votre projet. Et donc, il faut se poser des questions comme ça. Ça vous permet de vous préparer psychologiquement, mentalement et aussi financièrement à tout ce qui vient par la suite. Ensuite, vous devez aussi demander le budget, c'est-à-dire vous devez vous poser la question, quel est mon budget? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai les moyens de pouvoir m'offrir un site internet? Est-ce que je veux un site internet personnalisé? Est-ce que je veux un site internet qui évolue? Ou bien est-ce que je préfère aller sur une option ou bien sur une solution qui est adaptée à mon besoin? Vraiment, quand vous voulez démarrer la création d'un site web, il faut vraiment définir votre budget. Parce que quand vous allez contacter des personnes pour vous aider ou bien quand vous allez vous lancer dans la création, vous aurez besoin d'outils, vous aurez besoin de modules pour pouvoir créer votre site. Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous avez le budget qui est prêt pour pouvoir le réaliser? Et est-ce que vous avez aussi des solutions flexibles pour faire évoluer votre site? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, parce que votre budget est limité maintenant, est-ce que vous avez planifié, par exemple, demain, au cas où vous avez des entrées d'argent, est-ce que vous planifiez faire évoluer votre plateforme en fonction du budget qui sera à votre disposition? Il faut vraiment clairement définir tous ces différents éléments-là avant d'aller plus loin. Ensuite, la troisième question qu'il faut se demander, qui sera en charge de mon site internet? C'est très important. Est-ce que c'est vous-même qui allez gérer votre site? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça? Ou bien c'est quelqu'un de votre équipe qui s'en chargera? Il faut bien le clarifier avant de vous lancer. Est-ce que vous aurez besoin d'un prestataire externe? C'est qui le prestataire? C'est un freelance? C'est une agence? C'est un indépendant? C'est qui? Vous devez clairement définir qui va s'occuper de la création et de la gestion de votre site internet. Ça va vous permettre aussi de planifier votre budget en conséquence. Le quatrième type de question qu'il faut se poser, c'est
vraiment pourquoi ai-je besoin d'un site internet. Il y a plein d'entrepreneurs, plein d'entreprises qui se lancent dans la création de leur site internet sans réellement savoir pourquoi ils veulent un site internet. Il y a beaucoup de personnes qui font un site internet juste parce qu'ils voient d'autres sites internet partout. Non, on ne fait pas ça. Vous devez vraiment vous demander qu'est-ce que le site va apporter à mon entreprise, à mon business. Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut vraiment se demander. Et puis aussi, il faut se demander à qui sera destiné mon site. Ça, c'est très important. À qui est destiné mon site? Est-ce que à qui je m'adresse? Mon objectif, c'est quoi? À qui je veux parler à travers mon site internet? Est-ce que mes concurrents ont des sites internet? Si oui, alors vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'attends pour ne pas avoir de site encore. Ça veut dire que vos concurrents sont en train d'accéder à un certain type de marché auquel vous n'avez pas accès et c'est pas normal. Donc, ça doit vous révolter. Ensuite, quel est mon objectif principal? C'est quoi votre objectif principal? Pourquoi le site? Dans quel objectif vous voulez créer un site internet? Tout doit être clairement écrit, défini et clair. C'est très important. Très souvent, les personnes qui se lancent dans la création de sites internet sans se poser ces différentes questions-là vont rapidement en brousse. Comme on le dit dans notre jargon, ces personnes-là rentrent en brousse et il ne faudrait pas que vous rentrez en brousse. Donc, c'est ça. Donc, après avoir posé toutes ces questions, maintenant, il faut définir les objectifs de votre site internet. Parce que là, on vient de parler d'objectifs, mais il faut savoir comment définir l'objectif. Ça, c'est très important. Comment je définis l'objectif de mon site internet? Sur la base de quoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Sur la base de quoi je définis l'objectif de mon site? Alors, tout commence déjà avec les objectifs commerciaux. Avant de pouvoir avoir des objectifs pour le web, il faut déjà avoir un objectif commercial. Les objectifs commerciaux de votre entreprise sont les buts que vous vous êtes fixés pour assurer la croissance, la rentabilité et la pérennité de votre activité. Je vais vous donner un exemple d'objectif commercial. Par exemple, atteindre une croissance de 20% du chiffre d'affaires annuel grâce à l'expansion des ventes et à l'acquisition de nouveaux clients. Ça, c'est par exemple un objectif commercial qui a pour but d'augmenter le chiffre d'affaires. Ça peut être un autre exemple, par exemple, acquérir 500 nouveaux clients, voilà, dans notre segment cible, par exemple. Donc ça, c'est un objectif commercial. Un objectif commercial, il y en a plusieurs, mais vous prenez l'objectif commercial que vous allez décliner maintenant en objectif web. Donc, l'objectif commercial, par exemple, dans notre premier cas, on a donné augmenter le chiffre d'affaires de 20% annuel. Si on veut le traduire de façon web, par exemple, l'objectif web, par exemple, c'est l'objectif commercial qui est traduit en ligne. Donc, on va dire, par exemple, augmenter les ventes en ligne de 20% en optimisant le processus de commande et en améliorant l'expérience utilisateur sur les sites e-commerce. Donc, l'objectif commercial, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais si on vient sur le web, l'objectif sera maintenant d'augmenter les ventes, par exemple, de 20% en optimisant le processus de commande qui est sur le site e-commerce. Donc, ça, c'est un objectif qui a un rapport avec Internet. Et lorsqu'on a défini maintenant l'objectif qu'on veut atteindre, il faut maintenant indiquer en fait des performances. C'est-à-dire, il faut avoir des indicateurs de performance qui vont nous permettre de suivre la progression de notre objectif. Est-ce qu'on est en train de partir vers l'atteinte de notre objectif ou bien est-ce qu'on est en train de s'éloigner? Donc, ces indicateurs peuvent inclure par exemple le nombre de visites sur le site, le taux de conversion, le panier moyen, le taux de rebond, le nombre de pages vues par visite et puis on a plein d'autres indicateurs. Tous ces indicateurs-là vont nous permettre de savoir est-ce que notre objectif est en train d'être atteint. Voilà. Et après ça, on aura l'amélioration continue. Donc, au fur et à mesure qu'on va suivre les indicateurs, si les indicateurs sont bons, voilà, on continue sur la lancée. Si les indicateurs ne sont pas trop bons, on va améliorer, on va essayer de rendre notre site toujours performant, toujours aligné avec les différents objectifs que nous avons déjà fixés. Donc ça, c'est le processus qu'il faut suivre. Il faut d'abord se fixer un objectif commercial, le traduire en objectif web, indiquer, mettre en place des indicateurs de performance et puis veiller à ce que voilà, l'objectif est atteint. Dans le cas contraire, on fait une amélioration continue jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et c'est cette méthodologie-là qu'il faut avoir lorsque vous approchez la conception de site internet. Donc, l'objectif ici va représenter
la capacité de votre site internet a servi à soutenir votre activité. Donc, un site web performant doit être un véritable levier pour votre activité. Si vous avez un site qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, alors ce site, il est complètement raté. Voilà. Maintenant, on va voir quels sont les différents types d'objectifs qui existent quand il s'agit de créer un site web. On a deux objectifs qu'un site peut avoir. On a le premier objectif, c'est l'objectif ultime qu'on appelle encore macro-conversion. C'est l'objectif global. C'est l'action la plus importante de la part d'un internaute lorsqu'il arrive sur votre site internet. C'est-à-dire que vous, par exemple, pour votre activité, quelle est l'action la plus importante qu'un internaute doit faire sur votre site pour que votre activité, vous soyez rentable, vous puissiez croître, vous soyez périn. Par exemple, ça peut être un achat sur votre site. Ça peut être juste le fait d'être présent sur Internet. Ça peut vous donner de la crédibilité. C'est ce qui est le plus important pour vous. Ça peut être, par exemple, si vous êtes un freelance, un prestataire de service, ça peut être demander un devis, par exemple. Sur votre site, vous voulez que l'action finale de la personne qui vient sur votre site, c'est de pouvoir demander un devis de prestation de service. Ça peut être un appel, ça peut être une réservation, ça peut être n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Et tout le site est orienté pour que cet objectif ultime-là soit atteint. Le deuxième objectif d'un site internet, c'est un objectif secondaire. C'est pas forcément l'objectif qui est le plus important pour nous, mais c'est un objectif qui peut être atteint pendant que l'internaute est sur notre site. Et ça, on appelle ça des micro-conversions. Ce sont des actions qui montrent un intérêt pour votre produit ou service de la part des internautes qui visitent votre site internet. Donc, ça peut être des abonnements à des newsletters, ça peut être le temps passé sur une page, ça peut être le nombre de pages vues, ça peut être, par exemple, le fait que un internaute mène un produit dans le panier, ça peut être un enchaînement de visites de pages, ça peut être n'importe quoi. Et ce sont des objectifs secondaires. C'est pourquoi on appelle des micro-conversions. Donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'objectif ultime, qui est la macro-conversion. C'est ce qui est le plus important lorsqu'on crée un site internet. Il faut que cet objectif-là soit au centre de la conception, soit au centre de la structuration du site, soit au centre de l'architecture pour pouvoir atteindre l'objectif commercial de l'entreprise. C'est très important. Voilà. Et après les objectifs, maintenant, vous devez savoir à qui est destiné mon site web, à qui est destiné votre site web. Les futurs visiteurs qui vont venir sur votre site, l'apparence de votre site va dépendre d'eux. C'est eux qui vont définir l'apparence de votre site. Est-ce que le site est facile à naviguer? Est-ce que le site il est beau? Est-ce que le site il est simple? Est-ce que le site il est ergonome? Et peu importe, c'est eux qui vont vous permettre de savoir quel type de site que je dois construire et voilà comment je dois le structurer. C'est en posant la question de qui va venir sur mon site. Parce que vous devez vous rappeler que le site là, on ne le crée pas pour vous-même. L'entreprise, c'est votre site internet, mais vous le créez pour que d'autres personnes puissent le visiter, d'autres personnes puissent trouver de la valeur dedans et non vous. Donc, vous l'utilisez pour atteindre un objectif. C'est un outil pour vous, mais pour d'autres, ce sera peut-être la solution à leur problème. Donc, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent venir sur votre site. On a des prospects. Par exemple, ce sont des visiteurs qui pourraient devenir des clients. Voilà, ça peut être des clients existants, par exemple des personnes qui ont déjà acheté vos produits, mais qui vont venir sur votre site soit pour des services après-vente, soit par exemple pour lire de la documentation, soit pour avoir d'autres informations peut-être après achat de votre produit qu'ils n'ont pas forcément. Soit consulter vos articles de blog pour voir comment on utilise tel produit ou bien tel service. Donc, vous devez vraiment réfléchir à qui va venir visiter mon site. Ça peut être des partenaires ou des fournisseurs. Au cas où c'est des fournisseurs, ils vont par exemple venir sur votre site pour comprendre votre entreprise, votre vision, comment vous travaillez. Ils vont évaluer les opportunités de collaboration avec vous. Ça peut être des personnes qui ne sont même pas à l'aise avec Internet. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Internet. Donc, vous devez penser à toutes ces personnes-là, par exemple, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un niveau excellent en compétences numériques, mais qui peuvent au moins aller sur le téléphone. Donc, vous devez, quand ils vont aller sur votre site, ils doivent être capables de naviguer facilement et ainsi de suite. Mais c'est parce que vous pensez à eux que vous serez capable de réfléchir de penser à la conception comme ça.
si vous n'essayez pas de vous mettre à la place des personnes qui vont visiter votre site, vous allez faire un site peut-être avec plein d'animations, plein de flashy, et vous allez voir que ça n'aura pas d'impact parce que vous avez voulu vous-même satisfaire votre orgueil et non écouter ceux qui vont visiter votre site. Donc, c'est très important de savoir à qui est destiné votre site web pour pouvoir produire, concevoir quelque chose qui va répondre aux besoins des internautes. Donc, après ça, maintenant, vous devez savoir quels sont les principaux types de sites Internet qui existent. On a quatre principaux types de sites Internet. On a le site vitrine, voilà. Donc, le site vitrine va vous permettre de présenter vos produits ou services, de générer des visites en un point de vente. Voilà. Donc, le site vitrine, c'est un espace, voilà, on met toutes les informations qui vont permettre, à quelqu'un de nous contacter, d'en savoir plus sur ce qu'on fait, de savoir, par exemple, qui fait et pourquoi ils le font. Voici ce qu'ils font. Et puis, vous contactez au cas où ils en ont besoin. C'est tout. Ça, c'est un site vitrine. Un site vitrine n'a pas de fonctionnalité e-commerce. Un site e-commerce va vous permettre de vendre en ligne. Donc, dès que sur un site vitrine, ou bien dès que sur un site, on ajoute cette fonctionnalité de e-commerce, automatiquement, on parle de site e-commerce. Donc, un site e-commerce va permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires et de vendre en ligne. Ensuite, on a la landing page. La landing page, c'est une page web qui va nous permettre de tester notre offre ou bien de générer du lead. Et tout à l'heure, j'aurai le temps de vous expliquer en détail c'est quoi la différence entre ces différents éléments-là, pourquoi on les utilise, pourquoi on doit utiliser une landing page au lieu d'un site vitrine, pourquoi on doit utiliser un blog au lieu de, par exemple, un site e-commerce. Donc, sans plus tarder, voilà pourquoi faire un site vitrine. Déjà, un site vitrine vous permet de générer des visites en un point de vente, c'est ce que je viens de dire. Ça vous permet aussi de favoriser la prise de contact. Ça, c'est très important. Ça vous permet d'asseoir votre présence sur le web. N'importe quelle entreprise qui se veut sérieux doit avoir un site internet. Au moins, même si c'est pas un site trop flashy, ou bien un site trop complexe, mais un site simple qui présente juste ce qu'elle fait. Voilà, un site qui va vous permettre de vous positionner sur le web, c'est très, très important. Et ça va aussi permettre de vous faire connaître, d'améliorer la connaissance de ce que vous avez à proposer. Et donc, quelqu'un qui doit faire un site vitrine, c'est quelqu'un, par exemple, qui souhaite doubler le nombre d'appels journaliers moyens de son business d'ici à 3 mois, par exemple. Il veut recevoir plus d'appels. Il crée son site vitrine, il met ses différentes coordonnées, voilà. Et peut-être il crée sa fiche Google My Business, il l'associe à son site. Et puis voilà, il positionne succinctement des mots-clés. Lorsque les gens vont chercher le nom de son entreprise, ils vont forcément le trouver et ils vont visiter son site, voir ce qu'il fait. Et puis, il va y avoir des personnes qui vont l'appeler. Donc, pour les outils que vous devez utiliser, par exemple, pour créer un site vitrine, on a Wix, on a WordPress, on a Webflow, on a Google Sites, on a plein d'outils que vous pouvez chercher en ligne. On a plein d'outils aussi dont j'ai fait des tutoriels que vous pourrez utiliser pour créer des sites vitrines. Maintenant, pour ceux qui veulent aller sur du WordPress, il y a une nuance. Il y a wordpress.org et puis il y a wordpress.com. Je vous recommande le wordpress.org. Lui, c'est le module gratuit que vous pouvez installer partout. Voilà, vous pouvez installer sur n'importe quel serveur local ou bien vous pouvez installer ça sur un hébergement. Et on a le service payant wordpress.com que je ne vous recommande pas du tout parce qu'il est coûteux et vous ne permet pas de vraiment aller plus loin dans la conception avec WordPress. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un site e-commerce? Un site e-commerce, déjà, c'est un site sur lequel vous pouvez vendre sur Internet. Donc, vous pouvez vendre tout ou une partie de votre catalogue. C'est un site qui vous permet de recevoir des paiements, de pouvoir gérer aussi des livraisons. C'est une plateforme qui va vous permettre de gérer du stock. C'est une plateforme aussi qui va permettre d'avoir des fiches produits détaillées. Donc, chaque produit aura sa fiche et vous pourrez voir le détail de chaque produit. Pourquoi faire un site e-commerce? Les objectifs d'un site e-commerce, on a d'abord. Un site e-commerce va nous permettre d'augmenter les ventes en ligne. Ça va nous permettre de collecter des données clients. Ça va nous permettre aussi d'acquérir de nouveaux clients. Ça va nous permettre de fidéliser nos clients existants et les pousser à faire encore de nouveaux achats. Donc, pourquoi faire un site e-commerce? Par exemple, si vous êtes dans la posture de quelqu'un qui veut
utiliser son site internet pour pouvoir encaisser des paiements, pour pouvoir vendre quelque chose directement en ligne, vous avez besoin d'un site e-commerce. Donc, dans votre site vitrine, on peut intégrer des fonctionnalités e-commerce et donc ça devient automatiquement un site commerce. On a des outils comme Shopify, Magento, WooCommerce, Webflow, PrestaShop et ainsi de suite qui vont permettre de créer des sites WooCommerce, des sites e-commerce, pardon. Donc, qu'est-ce qu'une landing page? Donc, une landing page, c'est une page web qui vous permet de maximiser la conversion. Donc, l'objectif d'une landing page, c'est de mettre un seul élément au cœur de la conception. Donc, on est concentré sur un seul élément. Voilà. Donc, c'est un seul objectif qu'on va atteindre. Le ciblage et l'objectif sont très, très précis. Et c'est adapté pour la publicité en ligne. Par exemple, si vous lancez une nouvelle offre ou bien un nouveau produit sur le marché, vous créez une landing page pour pouvoir expliquer cela. Et puis, vous lancez de la publicité pour rediriger du trafic sur cette landing page-là. Et quand les gens sont vraiment convaincus de votre offre, ils n'hésiteront pas à acheter. Et vu que sur une landing page, c'est vraiment objectif précis, le bouton là va se répéter chaque fois. Donc, et vous pouvez intégrer une landing page à votre site comme ne pas l'intégrer à votre site. Par exemple, vous pouvez créer votre landing page sur System.io et puis voilà, rattacher votre nom de domaine, c'est tout. Mais il ne sera pas forcément collé ou bien il ne sera pas forcément dans le site que vous avez créé de base. Voilà, donc ça c'est pour les landing pages. Donc, pourquoi faire une landing page? Déjà, ça vous permet d'élargir votre base de données de prospects parce qu'il faut savoir que les landing pages, on peut utiliser ça pour capter des mails. Donc, vous allez capter des mails, vous allez convertir vos potentiels clients en clients. Vous allez cibler une audience spécifique. Vous allez cibler une audience spécifique. Vous allez faire connaître votre nouvelle offre. Donc, comme outil que vous pouvez utiliser pour créer une landing page, on a Card, on a ConvertKit, on a WordPress, on a Ucraft, on a Webflow, on a Squarespace, on a System.io, on a plein d'outils. Donc, c'est pour les personnes qui veulent avoir de potentiels clients, bien convertir de potentiels clients. Donc, c'est toujours dans l'objectif de convertir. Voilà, qu'on crée une landing page. Voilà. Et le dernier élément, c'est le blog. Donc, c'est quoi un blog? Un blog, ça peut être indépendant de votre site ou intégré dans votre site. Dans un blog, on retrouve des articles pertinents pour votre cible. C'est-à-dire, vous pouvez écrire des articles sur différentes thématiques qui vont permettre à votre cible d'en savoir plus, soit sur vos produits ou services, ou bien sur votre industrie. Donc, vous allez parler des sujets qui sont liés à votre secteur d'activité. Et le contenu, il est riche et unique. Et cela prouve votre expertise. Un blog va vous permettre de vous démarquer de la plupart de vos concurrents et ça va vous permettre d'asseoir votre expertise parce que vous devenez un leader d'opinion. Et c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement. Aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas forcément le système, les moyens d'entretenir un blog. Mais pour ceux qui ont pu le faire, aujourd'hui, ils récoltent vraiment beaucoup de résultats parce que vous devenez la référence dans le domaine. Alors, pourquoi il faut faire un blog? Tout de suite, on l'a dit, hein, ça permet d'améliorer la notoriété de votre marque. Ça vous permet d'optimiser la visibilité de votre site internet parce que grâce aux articles, vous allez être référencé sur les moteurs de recherche. Ça vous permet aussi de vous positionner comme un expert dans votre niche. Et puis aussi, ça permet de favoriser les interactions. Les gens vont venir vous poser des questions. Ah, on a lu tel article, on a trouvé que c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et ainsi de suite. Et ça crée de l'interaction entre vous et vos potentiels clients. Voilà. Et comme outil pour pouvoir créer un blog, on a Medium, on a WordPress, on a Blogger, on a Substack et ainsi de suite. Vous remarquez que WordPress, il revient. WordPress est un outil qui va permettre de créer presque n'importe quel type de site internet. Et c'est un outil qui est très pratique. Voilà. Donc, quels sont les éléments à anticiper pour la construction de votre site web? Ça, ce sont les éléments qui ne manquent pas. Pour pouvoir créer un site web, déjà, il faut avoir un hébergement. Il faut bien choisir votre hébergeur. Donc, un hébergeur, c'est quoi? Un hébergeur, c'est une entreprise qui va vous donner de l'espace à louer. C'est un espace de stockage où vous allez stocker toutes les informations concernant votre site internet sur ce qu'on appelle un serveur. Et ça va permettre en fait à votre site d'être accessible en ligne partout dans le monde. Voilà. Et on loue cet espace-là, on paye, c'est un service qui est payant
Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas les moyens, il y a des services qui existent qui permettent d'avoir WordPress en local pour pouvoir créer vos sites Internet. Mais personne ne peut accéder à ce site-là parce que c'est sur votre ordinateur. Mais un service d'hébergement, tout le monde peut accéder à ça parce que c'est en ligne, c'est disponible pour tout le monde. Ensuite, la plupart de ces services d'hébergement-là, la plupart ont des CMS qui sont intégrés. C'est-à-dire que dès que vous achetez votre hébergement, vous pouvez installer WordPress en un clic. Vous faites les paramétrages et puis c'est bon. Pour ça, il y a plein de tutos dessus sur YouTube. Je vous laisse aller chercher. Les bonnes pratiques au niveau de l'hébergement, il faut comparer les différentes offres pour choisir la plus adaptée à vos besoins. Il faut privilégier les services d'hébergement qui ont un support disponible H24, 7 jours sur 7, parce que le jour où vous avez un problème, vous pouvez les contacter, vous êtes sûr qu'ils pourront répondre. Et puis, vérifiez que le support aussi parle la langue que vous maîtrisez. Par exemple, moi, j'utilise Hostinger. Je me suis déjà fait assister en français, mais aussi, je me suis déjà fait assister en anglais. Donc, il y a des services d'hébergement qui n'offrent pas cette possibilité-là. Donc, avant de choisir votre service d'hébergement, il faut faire des recherches, savoir est-ce que le support est disponible en français si vous parlez français, et puis est-ce qu'ils sont disponibles 7 sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est très important. Ensuite, après l'hébergement, il faut choisir son nom de domaine. Le nom de domaine, c'est votre adresse sur le web. Par exemple, google.com, c'est un nom de domaine. Jumia, c'est un nom de domaine. Solargodwin.com, c'est un nom de domaine. Quoi d'autre? On a plein de sites. Quelque chose.com, c'est un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est votre adresse sur le web. C'est ce qui permet aux gens de vous trouver sur le web. Et les bonnes pratiques, choisissez un nom de domaine qui est simple, vraiment simple à retenir. Si vous avez une entreprise aussi, ou bien que vous êtes en train de créer une entreprise, pensez à un nom qui est simple, un nom qui n'est pas compliqué. Prenez un nom qui est simple, qui va rester facilement dans la tête des gens. Choisissez un nom de domaine qui est simple à retenir, facile à écrire. Voilà, idéalement le nom de votre marque. Achetez les extensions les plus courantes, .fr, .com, .net, .io. Voilà. Si vous êtes une organisation, .org. Voilà. Il y a d'autres points, mais voici les points, les extensions qu'on vous recommande. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est voir d'autres selon l'activité. Voilà. Comme je viens de le dire, si vous êtes une organisation, ce sera .org. Si c'est voilà, dans un autre pays, peut-être ce sera .ci, peut-être si c'est en Côte d'Ivoire. Si c'est au Nigeria, c'est un site de .ng et ainsi de suite. Donc, les extensions, vous les retrouverez sur votre service d'hébergement. Et très souvent, le nom de domaine, vous l'achetez sur le même service d'hébergement. Si vous avez acheté votre hébergement avec Hostinger, vous allez acheter le nom de domaine avec Hostinger. Voilà. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne sur Hostinger. Vous trouverez plein de vidéos, comment acheter un nom de domaine, comment choisir un nom de domaine, comment acheter un hébergement, ainsi de suite. Vous allez trouver plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet-là. Ensuite, bien choisir les images. Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez utiliser des banques d'images dans vos sites web, mais je vous recommande de prendre des images uniques. Prenez des photos de vos produits, de votre lieu de travail, de votre magasin, en tout cas de vos services. Prenez des photos de vos employés ou bien avec le consentement, bien sûr. Mais prenez des photos uniques de vous-même pour pouvoir mettre sur le site. Ça donne plus d'authenticité à ce que vous publiez, en fait. Ça donne plus d'authenticité à votre site. Ensuite, adaptez les formats. Les images, vous devez les adapter soit en bannière, soit en slider, ou bien format carré. En fonction du positionnement de l'image, vous adaptez. Est-ce que c'est des images par exemple, si c'est pour mettre des images dans des sliders, préférez des images paysages, en format paysage, comme ça, bien horizontal. Et vous allez voir que ce sera vraiment très adapté. Si vous ne mettez pas des images verticales dans des sliders, on ne fait pas ça. Ensuite, les photos avec une ambiance similaire. Prenez des photos qui ont la même tonalité, le même ton, et puis des photos qui parlent de ce qui est sur votre site. Voilà, ne partez pas prendre des photos hors contexte. Si par exemple, sur un site e-commerce qui vend des articles pour bébés, prenez des images de bébés, des images d'enfants, et ainsi de suite pour mettre. Voilà. Si c'est un site e-commerce, vous devez vous assurer que pour chaque produit, il y a une photo globale. Il y a plus ou moins 3 ou 4 images par produit. Et puis ces images, c'est différents angles du même produit. Vous devez illustrer vos catégories. Par exemple, s'il y a plusieurs catégories, il faut mettre des illustrations. Par exemple, ici à l'écran, vous voyez des marques. Donc, il y a des catégories Nike et ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre les différentes images ou bien logos
par catégorie. Et puis, permettez aussi les zooms sur les produits. C'est très intéressant d'avoir des zooms sur des produits. Voilà. Ensuite, optimisez toujours les images pour le web. Ça, c'est très important. Il faut compresser les images pour pouvoir avoir une meilleure expérience sur le site. Compresser les images réduit la taille des images. Par exemple, vous avez des images qui font 1 mégabit, 2 mégabits. Non. Vous ne pouvez pas avoir une image de 1 mégabit, 2 mégabits sur votre site. Votre site va être lent. Vous ne devez absolument pas faire ça. Vous devez réduire la taille des images. Et quand vous réduisez la taille des images, cela ne sacrifie pas la qualité des images. La qualité reste quasiment intacte, mais la taille va diminuer. Ou bien vous pouvez convertir les différentes images. Par exemple, si c'est des fichiers PNG ou JPEG, vous pouvez les convertir en des fichiers WebP. Ce sont des types de formats, ce sont des formats qui sont adaptés pour le web. Les bonnes pratiques, utiliser des outils de compression. On a plein d'outils, on a Book Resize, on a Compressor, on a TinyPNG qui vont vous permettre d'optimiser vos images. Il y a même Photoshop qui permet d'optimiser les images. Renommer les images. Renommer les images, ajouter des descriptions, ajouter des tests alternatifs, renseigner bien l'image pour pouvoir l'utiliser sur votre site. Ça permet d'améliorer le référencement 1. Ça permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur sur votre site. Par exemple, pour les personnes non-voyantes, bien les personnes qui ont des problèmes, bien qui ont des handicaps, vous leur facilitez la vie en mettant des descriptions sur chaque image. Sur une image, il y a un bébé qui est en train de faire 4 pattes. Mettez sur cette image, il y a un bébé qui est en train de faire 4 pattes. Voilà, écrivez ça. Si on appelle ça des alt tests, ça compte pour le référencement et ça compte aussi pour l'expérience utilisateur sur votre site. Ensuite, assurez-vous que chaque image, c'est ce que je viens de dire, a une balise alt et ainsi de suite. Donc, pour les images, il ne faut pas oublier de les optimiser. C'est très important. Ensuite, on a tout ce qui est vidéo. Il faut utiliser la vidéo. La vidéo, on dit une image vaut 1000 mots, mais une vidéo vaut 1000 images. Donc, la vidéo permet une meilleure compréhension du site et de son offre. Ça permet d'accroître l'univers, la marque, l'ambiance du site. Ça permet aussi de véhiculer des émotions qui renforcent le lien entre les visiteurs du site et l'entreprise. Et ça les utilisateurs aussi apprécient beaucoup les vidéos, surtout dans les moteurs de recherche aussi. Les moteurs de recherche apprécient beaucoup les sites internet où il y a de la vidéo. Quelques outils que vous pouvez utiliser. On a des outils comme CapCut, Premiere Pro, VN, qui sont des outils de montage vidéo. Ce sont des outils qui vont permettre de créer des vidéos qui sont assez intéressantes que les gens voudront regarder. Donc, vous devez utiliser ces outils-là pour créer soit des vidéos ou bien laisser ça aux professionnels. Ils vont créer des vidéos pour vous et vous allez juste les utiliser sur votre site. Quelques statistiques sur les vidéos. Il faut savoir que selon un article de Skippers que j'ai lu dernièrement, il y a plus de 37% d'ajout au panier pour les fiches produits comportant une vidéo. C'est-à-dire s'il y a une vidéo dans la fiche produit, il y a plus de 37% de chances que les gens commandent le produit. C'est waouh. C'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que la vidéo influence beaucoup l'acte de conversion, bien ça influence le choix. Voilà, ça influence le choix de la personne qui vient acheter sur votre site. S'il y a une vidéo, ça donne plus de poids. La personne a plus envie d'acheter parce qu'elle a la capacité de voir le produit dans une situation réelle. Et vous, si vous avez un site e-commerce, je vous encourage à le faire. Et aussi, 70% des consommateurs préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire une description. Donc, quand vous allez même sur Jumia, si vous avez une page de produits où il y a plus de vidéos, vous n'allez même pas lire la description parce que vous allez vous fier à la vidéo et puis vos avis. Puis c'est tout. Vous n'aurez même pas le temps de lire la description. Et très souvent, on ne lit même pas les descriptions parce que c'est pas, voilà. On n'a pas le temps. On veut voir, on est visuel. Donc aussi, quand vous créez votre site, il faut penser au mobile first. La priorité au smartphone. Aujourd'hui, 60% des recherches sur Google sont effectuées depuis un mobile. Donc, Google va se concentrer à indexer les sites qui ont une version mobile. Donc, si vous créez votre site internet, qu'il n'y a pas la version mobile, vous tapez pour toi en fait. Parce que Google même ne va pas vous indexer de 1. Et puis, vous n'allez apparaître nulle part en fait. Vous n'allez apparaître nulle part. Donc, tous les sites aujourd'hui doivent être pensés mobile. Vous pensez, c'est-à-dire, dès que vous commencez à réfléchir à votre site internet, à votre projet, pensez en même temps à la version mobile.
Pourquoi? Parce que ça permet plus de visibilité, parce que Google adore les sites qui ont une version mobile. Ça permet une meilleure expérience utilisateur. Vous-même, je sais que vous n'aimez pas aller sur un site où les textes sont très petits parce que le site ne s'adapte pas aux versions mobiles. Vous êtes obligé de scroller de gauche à droite. Ou normalement, de scroller de haut en bas, vous scroller de gauche à droite, partout, dans tous les sens. C'est très mauvais. Et ensuite, ça vous donne plus de chances d'atteindre votre objectif lorsque vous pensez mobile first. Pensez mobile first. Pensez téléphone d'abord, avant même ordinateur ou bien tablette. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'UX design. Voilà. L'UX design, en fait, c'est dans le contexte du marketing ici, et puis de tout ce qui est marketing en ligne, web design. C'est la pratique qui va nous permettre, en fait, de concevoir et d'optimiser l'expérience utilisateur sur un site web ou bien sur une application mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous, on va travailler à ce que lorsque la personne vient sur notre site web ou bien sur notre application web, il puisse se sentir à l'aise, se sentir bien. Il ait envie d'utiliser le produit. Il se sent vraiment à l'aise avec. Les couleurs ne sont pas trop fortes, les textes sont bien lisibles, les images sont bien placées, tout est bien aligné. Vraiment, quand il vient sur le site, il a envie de rester. Et ça, c'est le travail de l'UX designer qui va créer une interface comme ça. Mais vous, si vous n'êtes pas UX designer, vous pouvez apprendre des notions en UX design qui vont permettre de créer des sites plus intéressants et plus beaux. Donc, le point clé qu'il faut retenir, c'est que votre site, lorsque quelqu'un arrive dessus, la personne doit faire moins de 5 secondes pour comprendre votre site. Et dès qu'il voit la première page, moins de 5 secondes, il doit comprendre ce dont vous parlez. Si ce n'est pas le cas, il y a danger. Ensuite, les actions doivent être bien définies. Dans les boutons, on ne met pas des phrases. C'est que des actions simples que les gens vont vraiment utiliser. Ensuite, vous devez limiter les animations. Trop d'animations, c'est pas bon. Mettez peu d'animations. Mettez des animations qui sont soft, légers. Pas des animations qui coupent la route. Les animations sur certains WordPress, sur certains sites WordPress, vous voyez, l'animation vient puis ça coupe la route, ça te choque. N'utilisez pas ce genre d'animation-là. Gardez la navigation simple. Voilà, la règle des 3 clics, c'est-à-dire que vous devez permettre à l'utilisateur d'aller à n'importe quel endroit du site en juste 3 clics. En juste 3 clics, il est quelque part là-bas. En juste 3 clics, le menu, clique sur ce lien-là, sous-menu, il clique, c'est fini, il est dans la page en question. Donc, il faudrait que vos menus soient clairs, les boutons soient clairs, vraiment tout soit clair, le site soit logique et cohérent. C'est très important. Et ça, c'est la conception UX qui nous permet de réaliser des sites qui vont plaire aux gens. Ensuite, il faut prévoir aussi une stratégie de référencement naturel. Donc, il faut rédiger du contenu pour convaincre l'utilisateur et optimiser le référencement. C'est très important. Bonne pratique, il faut au moins 300 mots minimum chaque page par page. 300 mots minimum par page. Il faut construire son site selon ces mots-clés. Donc, si vous êtes dans le domaine de la restauration, vous allez utiliser des mots-clés ou bien vous allez utiliser un champ sémantique qui tourne autour de la restauration. Donc, ça peut être à manger, c'est-à-dire restaurant à proximité, restaurant de luxe, restaurant à Yopougon, à Cocody, peu importe, vous utilisez ces mots-clés-là. Quand les gens vont chercher un restaurant, vous devez être là positionné sur ces mots-clés pour qu'on puisse vous trouver. Et ça, c'est très important. Vous devez prévoir une stratégie de référencement naturel. Voilà. Avec YouTube, Google, il y a plein de vidéos là-dessus. Pour juste les bases. On ne vous a pas dit d'être expert dedans. C'est juste comprendre. Voilà. Et comme ça, vous prenez de bonnes décisions lorsque vous concevez votre site internet ou bien lorsque vous serez en train de superviser la création de votre site web. Ok. Ensuite aussi, il faut anticiper les données. Les données sont très importantes aujourd'hui. Vous avez besoin de données pour savoir ce que les gens aiment sur le site. Sur le site, quelles sont les pages que les gens préfèrent et ainsi de suite. Donc, quand vous allez créer votre site internet, vous allez utiliser Google Analytics, vous installez pour savoir combien de temps les gens passent sur votre site, c'est quoi, d'où ils viennent, quel téléphone ils utilisent, à quel moment ils se connectent sur votre site, à quelle heure et ainsi de suite, le nombre de visiteurs, la provenance, les pages les plus visitées, le taux de rebond, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur vient, qu'est-ce qui le chasse, c'est sur quelle page il arrive et puis en même temps il quitte ton site. Vous devez savoir tout ça pour pouvoir optimiser correctement. Parce que dans les objectifs dont je parlais, il y a une partie optimisation. Donc, il faut toujours prendre des statistiques pour pouvoir optimiser. On n'optimise pas sur la base de ses émotions.
On optimise sur la base des indicateurs de performance. Voilà. Donc, après les données analytiques, on a tout ce qui est Google Search Console. La Google Search Console va vous permettre d'indexer votre site. C'est-à-dire, ça vous permet de savoir comment Google voit votre site Internet et comment les utilisateurs perçoivent votre site Internet. Donc, ça, c'est très important. Lorsque vous créez un site Internet, il faut s'assurer que le site il a été indexé par Google. Si vous n'êtes pas sûr de cela, vous allez sur Google Search Console et vous indexez votre site. Voilà. Ça vous permet de dire à Google, voilà, j'ai mis un nouveau contenu. Google va aller chaque fois scroller votre site et puis va avoir les différents contenus pour les mettre à jour dans sa base de données. Ça vous permet aussi de savoir quelles sont les pages qui ne passent pas sur votre site, quelles sont les pages qui sont en panne, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et ensuite, ça vous permet aussi de savoir, par exemple, quelles sont les requêtes que les gens tapent dans leur moteur de recherche pour vous trouver. Ça, c'est très important de savoir qu'est-ce que les gens tapent sur Internet qui leur permet de vous trouver. C'est très, 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 très important. Ensuite, réaliser le benchmark. Le benchmark, c'est une technique en fait qui va nous permettre en fait de par exemple, cibler une entreprise et de comparer, d'analyser les performances des produits ou services des entreprises concurrentes. On est dans un secteur, il y a des entreprises autour de nous qui font presque la même chose que nous. Le benchmarking doit nous permettre de savoir, de faire une analyse, de comparer et d'analyser ce que les autres font pour pouvoir faire mieux. Donc, on va regarder ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font bien? On regarde, on dit, OK, ça, ils font bien, on va faire ça. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font mal? Non, ça, ils font mal, on va pas faire ça. Ou bien, qu'est-ce qu'ils ne font pas bien? Ah, ça, ils ne font pas bien. Nous, on va faire mieux, on va faire comme ça. Donc, c'est le benchmark qui vous permet de faire ça. Et c'est vraiment des méthodes qui vont permettre de pouvoir faire un bon benchmarking. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Mais ici, le premier point, le benchmarking, déjà, va vous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre secteur d'activité, comment les gens réagissent, comment les gens voient les choses, qu'est-ce qui se fait, quelles sont les nouvelles tendances. Ça vous permet de reconnaître les bonnes et les mauvaises pratiques de vos concurrents. Et puis, ça vous permet de vous démarquer dans votre marché. Voilà. Donc, ici, la phrase, c'est « Je regarde ce que font mes compétiteurs pour ne pas faire les mêmes erreurs et faire mieux ou différemment. » Donc, on a plein d'outils que vous pouvez utiliser. C'est les réseaux sociaux, les sites internet de vos clients, de vos concurrents et ainsi de suite. Donc, tous ces différents éléments vous permettent de faire une bonne veille ou bien un bon benchmark. Donc, par exemple, voici un tableau que vous pouvez utiliser pour faire du benchmarking. Donc, récapitulons. On a trois étapes. La première étape, c'est de se poser les bonnes questions. Qui sera en charge de mon site? Est-ce que j'ai le budget nécessaire? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je vais pouvoir alimenter mon site fréquemment? À qui mon site est destiné? Ensuite, définir l'objectif de votre site internet et le type de site que vous allez créer. Vous allez choisir la solution qui est adaptée en fonction de votre objectif commercial, en fonction de votre objectif web et en fonction des indicateurs de performance que vous voulez mesurer. Vous allez créer un site internet idéal. Ça peut être une landing page, ça peut être un site vitrine, ça peut être un e-commerce et ainsi de suite. Vous allez définir la cible de votre site internet, à qui ça s'adresse, et puis vous allez définir aussi l'objectif principal. Et tout ça, vous devez écrire ça, documenter ça correctement. C'est pas des trucs qu'on fait, j'ai l'idée, non. Vous prenez un bloc-notes ou bien un truc, vous écrivez vraiment tout ce que vous avez vu dans cette présentation. Et ensuite, le dernier point, c'est le benchmark. Donc, vous allez appliquer toutes ces pratiques-là, voilà, de votre secteur. Vous allez identifier vos concurrents, toutes les bonnes pratiques, et puis vous allez, voilà, faire mieux ou bien vous allez vous différencier. Donc, ce sont toutes les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir bien réaliser son projet de création de site web. Je vais mettre la présentation, le lien de la présentation en description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager à votre entourage, voilà. Et puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vais commencer à faire plus de vidéos sur la création de sites web, sur des outils no-code comme Notion et ainsi de suite. Et puis, je vais vous montrer aussi, je vais vous partager avec vous mon parcours de web designer, comment je gagne de l'argent avec mon aventure de freelance, comment je m'organise, ainsi de suite. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans le web design, on fera route ensemble.
et puis on récoltera que du bon. Voilà, j'espère. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin, et puis laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce long format. Normalement, c'est une formation que j'ai déjà donnée, voilà, mais la vidéo n'a pas été enregistrée, donc j'ai dû reprendre tout à zéro. Et j'ai essayé de faire court parce que dans la formation, ça va durer 1h49 parce que les gens posaient des questions et tout. Donc, si vous avez des questions, vous laissez dans les commentaires. Voilà. Et puis, on se dit ciao. Merci. Que Dieu vous bénisse. God bless. On reste ensemble.